Je rentrais le soir, en fait 14, 15 heures, 16 heures de travail et puis à la fin de la journée je me disais mais en fait je fais ça pour qui? Moi je donne tous mes idées, they're reaping the rewards et moi je rentre fatiguée tous les jours. Ça m'a un peu, voilà j'en avais un peu jusqu'à là et moi j'engage les gens surtout avec leur attitude parce que l'attitude tu peux pas changer mais les techniques tu peux apprendre. Tu recommanderais à toute personne qui cherche à ouvrir un restaurant, un bar de commencer déjà par travailler dans un restaurant, Absolument, un bar avant? Absolument, 200%. Parce que c'est pas un métier comme les autres. C'est soit c'est pour toi, soit pas. Tu peux pas juste dire je vais ouvrir un restaurant quand t'as jamais fait ça. Il avait perdu sa maman, justement. Et il m'a dit, vous n'avez pas un soupe à l'oignon? Et puis, c'était son plat préféré que sa maman faisait. Et on n'avait pas. Et du coup, j'ai vu un mois après, dans le système, qu'il revenait. Et du coup, j'avais demandé de cuisine à lui faire un soupe à l'oignon. Et du coup, quand il est revenu, je l'ai amené directement à midi. Et puis, j'ai vu un petit larme en partant. Et ça m'a vraiment touchée. Mais je pense que lui aussi. Alors, j'essaye souvent de créer des mémoires que les clients ne vont pas oublier. Max, saison 3 de La Savane, en collaboration avec Mirabeau. On est extrêmement content de commencer ce partenariat avec eux pour plusieurs raisons qu'on va un peu voir maintenant. Mais une d'entre elles était cet accès à des entrepreneurs incroyables parce qu'ils nous ouvrent un réseau vraiment de personnes et on est vraiment impatients et excités de commencer ce partenariat. Ouais, on voit avec Mirabeau qu'ils ont vraiment ce qu'on appelle du skin in the game, mais c'est quelque chose qu'on admire. On le voit via deux choses qui sont inspirantes. La première, c'est que leurs partenaires investissent leur propre argent dans les mêmes opportunités d'investissement qu'ils proposent à leurs clients, et ça, c'est assez rare. Et on voit aussi qu'ils soutiennent vraiment l'écosystème entrepreneurial et start-up suisse via leur stratégie d'investissement. Et ils le font depuis un moment. C'est une boîte qui a 200 ans. Ça fait 200 ans qu'ils soutiennent des générations d'entrepreneurs. Et quand on a discuté avec eux, ce qu'on trouvait vraiment cool, justement, c'est cette vision long terme qu'ils ont d'accompagner et de développer le marché suisse. Et ce développement passe par soutenir l'écosystème, soutenir les fondateurs, soutenir les startups, la tech, etc. Et ça, c'est super excitant. Ouais, et on voit qu'ils sont vraiment impliqués au niveau personnel, dans leur stratégie d'investissement. Et ils ouvrent vraiment cet accès à l'investissement dans les startups et la tech suisse, ce qu'on n'a pas vu vraiment ailleurs, ce qui fait que cet engagement et cette envie de vraiment soutenir cet écosystème-là, c'est ce qui en fait un si bon partenaire pour nous. Il y a le soutien des entrepreneurs, puis il y a aussi l'envie de pousser la Suisse comme un leader sur le marché de l'innovation en Europe. Et ça, justement, si on parle de tech, c'est extrêmement important parce qu'on doit se repositionner là-dessus et il y a vraiment une place à prendre et la Suisse est bien placée pour l'avoir. Et ils sont vraiment en train de pousser ça et c'est extrêmement intéressant pour nous, en tout cas, de travailler avec eux à ce niveau-là. Ouais, donc merci beaucoup à Mirabeau pour leur soutien pour cette saison et merci aussi à vous qui nous écoutez. C'est grâce à vous qu'on peut continuer cette belle aventure avec cette saison 3. On a beaucoup de chance de s'asseoir avec des entrepreneurs incroyables qui nous partagent un peu leur vie et leur parcours. Si vous aimez autant que nous passer ces moments avec eux, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ces vidéos. Nous, ça nous aide énormément, donc merci beaucoup pour votre soutien. Dans cet épisode, on a la chance d'accueillir Jasmine Kfeller, qui est une céréale restauratrice qui a monté plusieurs restaurants dans la région de Lausanne et du canton de Vaud sur ces dernières années et qui est aujourd'hui Project Director des Halles de Beaulieu, un énorme projet qui va avoir lieu à Lausanne et qui devrait sortir normalement fin 2027. Et avec elle, on a échangé sur beaucoup de choses au niveau de la restauration. Donc, qu'est-ce qui fait un restaurant qui marche bien? Quels sont les critères? Qu'est-ce qu'il faut? L'expérience client, une bonne nourriture, une bonne localisation évidemment. Mais il y a aussi d'autres éléments qu'elle nous partage dans cet épisode pour réussir à faire réussir son projet de restauration ou de bar. Et on a aussi discuté avec elle de la culture de manière générale. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, elle a vécu dans plein de pays différents et elle raconte aussi comment ces aspects d'ouverture d'esprit et de culture sont importants pour elle aujourd'hui dans ses jobs de restauration, dans les restaurants qu'elle ouvre et dans son nouveau projet des Halles de Beaulieu à Lausanne. Donc une conversation hyper intéressante avec Jasmine qu'on espère que vous apprécierez autant que nous. Bienvenue dans La Savane. Bonjour Jasmine. Bonjour. Merci d'être là, ça fait plaisir de t'avoir. Avec grand plaisir, merci de m'avoir. Tu es une serial restaurateur, comme on dit. Tu as ouvert 5 bars et restaurants depuis 2021 avec plusieurs projets en stock, comme on dit. Et tu es aujourd'hui Project Director des Halles de Beaulieu. Donc beaucoup de choses. Mais tu dis que ton cerveau ne s'arrête jamais. Est-ce que tu penses que ton hyperactivité est ton super pouvoir? Absolument. Ça a pris longtemps pour le reconnaître parce que voilà, maintenant, je pense qu'ils ont beaucoup plus de tests pour savoir si les enfants, ils ont TDAH. Et puis, moi, c'était juste avant de partir en Suisse pour mes études à l'EHL que j'étais au médecin et j'ai fait tous les tests. Et puis, il m'a dit, si tu as vécu 18 ans sans des médicaments, je ne te conseille pas de les prendre. Donc, je ne les ai pas pris. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à gérer parce que le cerveau n'arrête jamais. Mais je pense que c'est de là où viennent toutes mes idées créatives. Et voilà. Que ça n'arrête jamais. Et puis, c'est ça qui me donne mon edge différent peut-être que d'autres entrepreneurs qui n'ont pas le TDAH. Et comment tu fais pour gérer ça? C'est-à-dire, tu as plein d'idées, plein de
de projets, de différentes choses qui sortent. Comment tu sélectionnes les projets sur lesquels tu as envie de bosser et comment tu fais un peu le tri dans toutes tes idées? J'ai lu quelque part que tu les stockais, tu les notais quelque part aussi, par exemple. Comment tu choisis? Alors, au début, c'était plus les opportunités qui venaient. Et puis, pour moi, quand tu as le TDAH, tu t'ennuies très, très vite. Du coup, moi, j'adore avoir des différents challenges à chaque fois, différents concepts. Et puis, je pense, après quelques ouvertures, les gens, ils ont commencé à me connaître par les articles, par les ouvertures, par les différents thèmes des restaurants. Et donc, c'est plus les gens qui sont venus vers moi après pour demander si j'étais intéressée à travailler avec eux ou collaborer avec. Donc, moi, je dirais, je choisis maintenant pour le challenge. Ça peut pas être quelque chose qui est pas assez challenging parce que sinon, je m'ennuie très vite. Donc, je dirais pour le challenge, je choisis maintenant mes opportunités. Et est-ce que tu essayes alors, challenge, certes, mais réalisable quand même. Il doit y avoir quelque chose qui te plaît quand même dans le challenge, j'imagine, non? Oui, c'est surtout quand je réalise le projet et que ça ouvre et je dis « Waouh, j'ai pu le faire ». Mais je dirais que maintenant, en fait, c'est pas moi qui a postulé pour ce poste maintenant pour les halles. Ce serait un des plus grands food halls en Suisse. Donc, je peux dire que ça fait très peur parce que j'ai déjà fait... peut-être 10 à 11 ouvertures depuis l'école hôtelière, mais ça, c'est 10 en même temps. Mais disons, c'est sur 2 ans, alors c'est pas en 2 jours, comme j'ai fait plein de choses très vite. Donc, c'est dans le long terme, mais c'est vrai que j'ai jamais fait un projet de ce taille. Donc, c'est inspirant, ça fait peur, mais c'est le challenge qui me plaît. C'est dur pour toi de bosser sur un projet long terme? Tu disais que tu t'ennuies très vite et tout, parce que je me reconnais dans certains trucs, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu es très forte au début? Tu vois, les 6 premiers mois, tu as tout donné, ce genre-là, et je sais pas, après, tu sens que c'est de plus en plus dur pour toi, ou là, c'est bon, c'est assez challenging, du coup, les 2 ans, ça va passer vite. C'est quoi à peu près ton... Alors, franchement, justement, depuis le HL, j'ai fait quand même des ouvertures où je n'étais pas entrepreneur, mais j'ai vécu très vite et j'ai vu très vite que tout ce que j'adore, c'est de réaliser le projet, et après, peut-être passer 6 mois, et puis après, je m'ennuie. Okay. Mais c'est pas que je m'ennuie, mais disons que c'est ouvert, ça marche, l'équipe est rodée et tout se passe bien. C'est pas que je m'ennuie, mais ça me manque justement de le relancer, le lancement. C'est ça. Okay. Mais voilà, et tu disais que tu avais beaucoup... Tu disais, il y a des gens qui viennent te voir parce qu'ils ont envie de faire des projets avec toi et tout. On dit toujours, mais comment tu sélectionnes tes projets, mais aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, comment tu dis non à un projet? Parce que dire non à des choses, c'est extrêmement important, parce que sinon tu te retrouves à faire trop de trucs en même temps. C'est quoi ta réflexion où tu dis non, mais là, celui-là, je vais dire non parce que X ou Y. C'est quoi ta réflexion pour dire non à un projet? Alors, ça dépend si c'est déjà une boîte qui existe depuis longtemps et je peux me renseigner dessus. Mais souvent, pour moi, le plus important, c'est aussi la culture et les gens que je vais travailler avec. Parce que c'est vrai que tu passes tellement de temps dans ce métier que si tu n'apprécies pas une culture spécifique, genre le corporate, c'était pas vraiment pour moi. J'ai adoré, mais c'est surtout, je choisis un projet où je peux mettre ma patte, où c'est pas que quelqu'un qui me dit quoi faire. Parce que moi, si je peux pas être créatif dans mon travail, je vais pas aimer mon travail. Donc, je choisis souvent les projets aussi pour cette raison. Et donc, cette culture, tu peux la décrire? C'est quoi cette culture qui t'anime? Alors, tu parles de créativité et de liberté. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te font choisir? Je dirais openness, je sais pas comment dire, mais ouverture d'esprit surtout. Ouais, ouverture d'esprit. Déjà, je vois très vite dans un entretien s'il y a le feeling avec les gens. Maintenant, c'est plusieurs entretiens avec le temps qui passe. Souvent, c'est les plus grands postes ou les plus grands challenges. Donc, je pense après 3 ou 4 entretiens, tu vois avec l'équipe que tu vas travailler, l'énergie dans ces bureaux, dans l'équipe. Et puis, c'est plutôt le feeling pour moi. Okay. Je suis toujours my gut feeling. Ah, c'est intéressant. Parce que nous, on se pose quand même souvent la question, de manière générale, je pense qu'il n'y a pas que nous, il y a tout le monde qui se pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'un restaurant ou un bar fonctionne? Parce qu'il y a forcément des choses qu'on surestime, des choses qu'on sous-estime. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui fait que quelque chose marche? Alors, c'est vrai que... surtout maintenant, c'est assez compliqué avec les restaurants parce qu'il y a tellement qui ouvrent, tellement qui ferment. Pour moi, c'est toujours l'expérience et le feeling. Donc, pour moi, c'est pas que le service. Pour moi, c'est le total. Donc, c'est vrai que maintenant, on utilise souvent le Instagrammable, mais c'est pas que ça. C'est vrai que si je vais dans un restaurant et les lumières sont trop fortes et puis, il n'y a pas de musique, pas d'ambiance. Pour moi, c'est le package total. C'est pas qu'un aspect dans un restaurant. C'est vraiment le service, c'est la nourriture, c'est l'ambiance, les lumières, le déco. Pour moi, c'est beaucoup parce que
j'adore aller dans un endroit que voilà, je me sens bien. Du coup, je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est pas qu'une chose, mais ça doit être différent que voilà, chaque restaurant qu'on va dedans. On va pas aller quelque part si on peut faire la même chose à la maison ou avoir une décoration voilà, très boring. Je sais pas comment, peut-être ça se dit pas, mais trop carré. Voilà, mais ça, c'est moi. Tu parles de l'expérience client. Tu as lu Unreasonable Hospitality? Oui. Moi, ça a été une ouverture assez folle. Pour faire simple, pour expliquer aux gens aussi, c'était le meilleur restaurant du monde à un moment donné. Oui. Comment il s'appelle? Madison Avenue. Madison, oui. Où en fait, il y avait deux personnes, un chef qui est suisse d'ailleurs, et la personne qui s'occupait de front of house, du service, qui a dit, mais qu'est-ce qui se passe si on met autant d'efforts en cuisine pour être le meilleur restaurant au monde, on met autant d'efforts en cuisine, en service qu'on en met en cuisine. Et donc, il a développé tout un système pour avoir une expérience client incroyable, et il donne des exemples où il a eu des clients qui sont venus s'asseoir à table et puis ils ont dit « Ah, mais on a mangé dans tous les meilleurs restaurants de New York, mais on n'a pas mangé de hot dog. » Et il les entend dire ça. Et il envoie un des serveurs, il dit « Va chercher un hot dog », ils prennent un hot dog, ils le mettent sur l'assiette et tout. Ils vont vers eux en disant « Je suis désolé, on vous a entendu dire ça, vous pouvez pas partir de New York sans... » Et tu vois, le mec, il sort sur la table, mais c'était la meilleure expérience de ma vie, en fait. Et la nourriture joue un rôle dans le sens de ce qu'ils ont mangé après, mais l'expérience. Et en fait, ils ont développé tout ça d'une manière extrêmement poussée, avec une équipe derrière qui écoutait ce que les gens disaient pour pouvoir faire... Enfin, genre, il a poussé le truc et il a tout un livre là-dessus qui est vachement intéressant. Oui. Moi, ça, c'est un sujet qui je trouve très intéressant parce que je pense qu'il se développe plus loin que simplement dans un restaurant ou dans un bar ou dans un hôtel. Il peut aller beaucoup. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être tout ce qui a un service, en fait, avec quelqu'un. Nous, on y réfléchit aussi beaucoup. Et on se dit, mais comment on peut faire? Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Comment est-ce que toi, t'amènes cette expérience client? Est-ce que tu y arrives? Et si oui, comment est-ce que tu passe ça au staff? Parce qu'en fait, toi, tu peux le faire. Tu peux te balader, tu peux tout faire. J'ai entendu hot dog, je vais faire ça avec ça. Mais pour que le staff ait envie de le faire, pour que le staff trouve que, tu vois, écoute et que ça c'est extrêmement compliqué, je trouve. Oui et non. OK. Ça dépend. En fait, juste moi, mauvais, alors. Non, mais moi, je pense qu'en fait, il faut avoir de la confiance dans tes équipes. Moi, j'ai toujours eu ce mentalité de... Parce que hiérarchie, comment dire? Moi, je trouve que moi, j'aime pas travailler comme ça en tant que responsable. J'aime bien donner, voilà, je sais pas comment dire. Maximum de responsabilité. Oui, la responsabilité où ils ont le droit de prendre des initiatives. Et puis, du coup souvent, voilà, c'est vrai que tout doit être typé pour les inventaires et tout, mais moi, j'estime que s'il y a un client qui arrive et on entend que c'est son anniversaire ou voilà, s'il y a une erreur sur un plat, il peut offrir l'espresso ou faire une petite attention. Parce que voilà, maintenant, de mes meilleures copines, j'ai rencontré à Un Peu di Più quand on a ouvert et puis j'avais entendu que c'était leur anniversaire de mariage. Et du coup, directement, j'ai amené 2 coupes de Prosecco. Et puis, elle m'a dit, ah, toi, tu viens pas d'ici. Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose très North American dans ce style de service où on va toujours plus loin pour le client. Et ça, je vois de plus en plus, mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui me manque assez en Suisse, mais je pense encore c'est aussi on est assez distant avec peut-être les clients. Mais moi, je dis toujours, in reasonable amounts, tu peux offrir. Si c'est, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut juste donner cette flexibilité et aussi la confiance dans tes équipes. Et ça, tu dirais que tu as réussi à le mettre en place et est-ce que tu l'as structuré du genre, je ne sais pas, hein, vous avez le droit d'offrir pour X francs par jour et puis après, vous faites comme vous voulez, tu vois, s'il y a un problème, tu peux offrir, mais si tout d'un coup, tu sens que c'est le bon moment, tu peux offrir, mais tu as le droit à un amount, ou est-ce que c'est un peu libre en disant, feeling, c'est toi qui décides, ça doit être raisonnable, mais qu'est-ce que c'est raisonnable, etc. Ouais, ça c'est, disons, c'est dur et c'est pas dur parce que c'est vrai, à la fin du mois ou même la fin de semaine, tu peux contrôler tous les offertes dans Lightspeed, par exemple. Si tu vois, en semaine, 1000 francs, tu vois, mais j'ai jamais eu ça. Les gens, ils ont pris avantage de, voilà, la confiance que je les ai donnée. Du coup, pour moi, c'est pas qu'il y a une limite par jour. C'est que, voilà, des fois, il y a des services qui vont mieux que d'autres, des services qui vont beaucoup plus chaotiques que d'autres. Donc, c'est vraiment, pour moi, j'ai jamais vraiment donné une limite, sauf si je vois qu'il y a beaucoup trop d'affaires. Mais sinon, j'ai jamais eu vraiment d'abus. Abus, c'est ça? Abus des employés dans ce genre de situation. Okay. Et je pense que les employés aussi, ils te respectent parce que tu as confiance en eux. Ça, c'est la partie, on va dire, service et offrir quelque chose, c'est entre guillemets assez facile. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Parce qu'on a parlé de service et de nourriture. Tu as parlé de décoration aussi. Thématique, c'est aussi important. Est-ce que c'est essentiel
de faire quelque chose de différent de ce qui existe déjà? Ou est-ce que tu peux te dire, je vais me lancer dans un bistrot, mais pour que ce soit un bistrot qui fonctionne, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit très différent de ce qui existe? Ou est-ce que faire très bien quelque chose qui existe déjà, ça peut suffire aussi? Je pense qu'il y a de la place pour tout. Mais pour moi, surtout, les clients, ils reviennent toujours. C'est la fidélisation, je ne sais pas comment dire. Ouais. Mais c'est vraiment pour moi, le contact client. C'est vraiment de souvenir le prénom, souvenir comment ils boivent leur café. Moi, je retourne souvent dans des endroits où, quand je rentre, je sais que je me sens presque à la maison. C'est vraiment le feeling pour moi. Alors, je pense que même si c'est un bistrot qui a pas un déco incroyable, mais qu'on est servi très bien chaque fois, on va retourner. Ok, donc le service, c'est vraiment le numéro 1, quoi. Service et la nourriture. Mais je pense qu'il n'y a pas un sans l'autre. Parce que moi, je peux aller quelque part, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai très bien mangé, mais j'ai trouvé pas très gentil le staff, ou il n'y a pas une petite attention après le 10e fois où ils t'offrent un limoncello ou un espresso. Et pour moi, je me dis, OK, en fait, ils apprécient pas leurs clients autant que ça. Donc, pour moi, c'est hand in hand. C'est vraiment un duo. Mais du coup, tu dois vraiment, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu dois vraiment passer beaucoup de temps et mettre beaucoup d'énergie à trouver la bonne équipe et à mettre la bonne équipe en place dans un endroit. Parce que si tu veux leur faire confiance, de se rappeler le nom des gens, tu vois, sans mettre des process en disant, dès que vous avez le nom de la personne, vous l'inscrivez dans le CRM. Comme ça. Tu pourrais pousser, il y a sûrement des endroits où ils le font comme ça, mais peut-être que vous faites comme ça, je ne sais pas. Mais si tu ne le fais pas comme ça, mais que tu veux plus faire quelque chose entre guillemets de naturel, où tu dis, il faut que vous vous rappeliez, puis tu entraînes les gens ou tu éduques ton staff pour qu'ils le fassent de cette manière-là, ils jouent un rôle extrêmement important. Donc, ton équipe devient quelque chose d'extrêmement important. Oui. 1, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et 2, comment du coup tu choisis tes équipes? Alors moi, je choisis mon équipe et c'est drôle parce que j'ai fait le HL, mais pour moi, ça ne veut rien dire. C'est un très joli diplôme et on a appris quand même beaucoup de choses là-bas. Mais moi, j'engage les gens surtout avec leur attitude. Parce que l'attitude, tu ne peux pas changer, mais les techniques, tu peux apprendre. Donc, moi, si j'ai un entretien avec quelqu'un, plusieurs de mes employés mon équipe que j'ai engagée, ils sont venus, ils avaient 0 expérience, mais ils avaient le grand sourire, ils avaient la motivation. Et ça, tu peux pas apprendre ça, en fait. Tu peux pas changer l'attitude de quelqu'un ou leur sensibilité contre les gens, towards les gens, je sais pas comment dire. À travers, je sais pas comment dire. Anyway. Envers les gens. Mais pour moi, c'est surtout l'attitude. Ouais. Voilà. Parce que si tu viens avec un CV incroyable et des diplômes, mais que tu n'es pas aimable, ou je sais pas, je le sens pas, goodbye. Okay. Voilà, c'est moi l'attitude, 100%. Et est-ce que toi, tu as déjà vécu une expérience incroyable dans un restaurant, quelque chose qui t'a marqué, un peu comme le hot dog dans le livre? Est-ce que tu as un souvenir d'un moment donné où toi, tu t'es dit « Waouh, ça c'est vraiment incroyable, il faudrait que je reprenne ce concept-là » ou c'est quelque chose que tu as réutilisé après? Alors, j'en ai eu sûrement plein. Je me dis, un que tu as fait toi. Un que j'ai fait. Ton meilleur move, toi. Moi aussi, j'en ai fait pas mal parce que j'ai travaillé au Four Seasons et c'est là où j'ai vraiment appris qu'il faut vraiment des petites attentions aux détails. C'est ça qui vont souvenir les clients. Mais quand j'étais chez Daniel Boulud, le premier restaurant à Toronto, c'était l'ouverture du Four Seasons. On avait beaucoup de clients corporate qui venaient en voyage et c'était souvent des gens qu'on revoyait chaque mois, chaque 2 semaines. Et puis, un fois, il y avait un monsieur qui est venu et puis je le connaissais depuis peut-être 6 mois. Et puis, j'ai vu qu'il était vraiment pas bien ce jour-là. Je demandais si tout allait bien. Et puis, il avait perdu sa maman, justement. Et il m'a dit, vous n'avez pas un soupe à l'oignon? Et puis, c'était son plat préféré que sa maman faisait. Et on n'avait pas. Et du coup, j'ai vu 1 mois après dans le système qu'il revenait. Et du coup, j'avais demandé la cuisine à lui faire un soupe à l'oignon. Et du coup, quand il est revenu, je l'ai amené directement à midi. Et puis, voilà. J'ai vu un petit larme en partant et ça m'a vraiment touchée. Mais je pense que lui aussi. Alors, j'essaye souvent de créer des mémoires que les clients ne vont pas oublier. Voilà. Moi, je pense qu'il s'en rappelle encore. C'est une belle histoire. J'espère. Je pense qu'il s'en rappelle encore. C'est le genre de truc où tu t'en rappelles après. Et elle m'avait apporté une soupe à l'oignon. Je pense que même lui, il la raconte. Oui, c'était un restaurant français aussi. Je dis en cuisine, allez, Daniel Boulud, je suis sûre que vous connaissez le soupe à l'oignon. Tu parlais avant de ce côté dont on parle souvent maintenant dans les restos, les bars, le côté Instagrammable. Est-ce que quand tu construis un lieu, tu gardes ça quelque part en tête en disant il faut que ce soit... Je te donne un exemple où moi on avait discuté avec quelqu'un, je me suis dit mais
il faudrait faire les petits chaussons qu'ils te donnent dans les hôtels. Ah oui. Il faudrait écrire quelque chose dessus de rigolo avec le logo de l'hôtel. Comme ça, les gens, ils se prennent en photo leurs pieds. Puis en même temps, ça fait de la pub Oui. pour le... Tu vois, genre Oui, tout oui. ça. Est-ce que tu gardes ça en tête? Est-ce que tu essayes de faire en sorte que les gens fassent des photos et les publient parce que ça te fait de la Oui. publicité, etc. Est-ce que tu structures ça ou c'est un peu, je vais faire un truc qui me plaît moi, puis logiquement, ça va plaire aux autres, ou tu y penses vraiment comme une stratégie? C'est un peu les deux, mais je dirais que maintenant, in this day and age, c'est vraiment très important parce que justement, c'est Instagram, tout ce qui est technologie maintenant, en fait, il faut être dessus parce que voilà, les gens, quand tu cherches Instagram, tu vois les photos, ça donne envie. Mais c'est comme les hôtels Mama Shelter. Quand tu vas là-bas, il y a les masques Batman et tout, et chaque personne prend des selfies dans les miroirs avec. Et ils les vendent même, les masques, dans les chambres. Donc, le slippers ou les masques, pour moi, je pense que c'est très important. Après, ça peut être Instagrammable et pas bon. Les gens vont quand même venir. C'est un peu triste. Mais voilà, c'est parce que c'est tout dans le hype du restaurant et puis les photos que tu peux prendre. Alors, pour moi, c'est un package, encore une fois, parce que être Instagrammable, c'est cool. Mais voilà, tout le reste doit aussi aller avec pour que les gens reviennent. Oui, voilà, c'est ça. C'est comment tu aussi... ça peut marcher 6 mois, mais comment tu fais pour tenir sur les 10 prochaines années le masque Batman, ça suffit pas. Ouais, non. il faut que le reste soit C'est correct aussi et aille avec. Mais tu penses que les gens aujourd'hui, ils choisissent leur restaurant basé là-dessus? Moi, j'ai Ça l'impression que c'est... Génération. Ah ouais, c'est vrai? Vas-y, explique avec plaisir. Non, mais j'ai dit, déjà, quand on a ouvert Un Pot di Più à Lausanne, ça a vraiment sorti des normes pour tout ce qui était un peu déco. Et puis, c'est vrai que même maintenant, j'étais l'autre jour pour prendre un reel, et puis tu vois tous les jeunes qui arrivent, qui prennent des photos tout de suite. C'est pas la même chose pour les différentes générations, parce que là-bas, on a aussi des businessmen qui viennent pour des lunchs à midi. Mais je pense pour l'Instagram, c'est surtout, je dirais 18, même à 35, mais je dirais plus 18 à 25 ans. C'est vraiment où les gens ils cherchent vraiment sur les réseaux. Disons, moi, je pense que je suis un peu trop vieille pour TikTok, même si je dois me mettre dedans parce qu'apparemment, c'est important. Mais les vidéos TikTok et tout, sur tout ce qui est hôtellerie, restauration, c'est énorme aussi. Il y a des millions de vues sur des restaurants qu'on ne connaît pas. En fait, tu vas pas forcément pour ça, toi, par exemple, mais tu vas y aller parce que tu as vu. Exact. Puis une fois là-bas, peut-être que tu vas te faire prendre au piège. Alors, peut-être pas toi, parce que voilà, mais... Tu vas peut-être te faire prendre au piège. Tu dis que je suis un loser? Non, parce que je ne fais pas non plus, mais pour dire, il y a des gens qui le feront, mais j'essaie de ne pas dire qu'est-ce qui est bien ou pas. Mais tu vas peut-être te prendre au jeu, puis faire une photo aussi, etc. etc. Mais à la base, c'est comment tu as découvert ce resto, peut-être que tu sais même pas, mais en fait, c'est parce que tu l'as vu 15 fois sur Instagram, parce qu'il y a 15 personnes avant toi qui ont pris. Mais ils n'y ont peut-être pas été juste pour faire la photo. Ça, je pense, c'est assez rare quand même, malgré tout. Je pense que les gens, ils y vont pour le tout, pour il y a tout. Oui. Mais en fait, avant, ils ont entendu parler, etc., et du coup, ils y vont, quoi. Oui, parce qu'après, tu peux attirer quelqu'un qui va dire « Ah, je vais aller parce que ça a l'air cool. » Et il ne mange pas bien. Il dit « C'est bon, je ne reviens pas. » Et ce n'est pas ça que tu veux. Mais pour l'attirer, ça peut être un bon... C'est ça. Je pense qu'on allait dire la même chose. Vas-y. Du coup, c'est quoi ta vision? Enfin, pour toi, c'est quoi l'importance dans ton plan de lancement d'un nouveau resto, le marketing de manière générale? Quelle importance tu lui donnes et quelle importance ça a? Est-ce que c'est encore, tu vois, si c'est bien, ils viendront, tu vois, cette phrase de, en fait, si c'est très bon, on n'a pas besoin de faire du marketing et tout ira bien. Ou est-ce que ça, c'est complètement faux? Il faut quand même construire une stratégie derrière, soit avec de l'Instagrammable, soit peu importe, du community management. On a vu des restos comme Pretty Patty de Benjamin Luzuy, qu'on a eu d'ailleurs aussi sur le podcast, qui ont été très bons là-dedans. Ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait venir beaucoup de gens, etc. Mais derrière, il faut que ce soit bon. Mais comment tu construis ça, toi? Ou du moins, comment tu le vois aujourd'hui? Ça dépend, en fait, dans le concept, ça dépend combien de temps tu as avant l'ouverture. Parce que j'ai fait des ouvertures, c'est vraiment... tu as 2 mois à ouvrir un truc. Mais par exemple, pour Un Pot di Più, on avait 4 mois. C'était juste pendant le Covid. Alors, on avait masqué toutes les fenêtres. On avait mis un story dedans, suis-nous sur Instagram. En fait, pour moi, c'est aussi, ça dépend dans le stratégie, combien de temps tu as pour faire penser aux gens, il y a quelque chose qui arrive, mais il ne peut pas voir dans le restaurant. Ça dépend si c'est au centre-ville, si c'est en dehors du ville. En fait, le marketing stratégie, ça dépend vraiment sur plein de différents aspects. Mais pour moi, c'est très, très, très important. Pour moi, d'ouvrir un restaurant sauf, comme tu dis, c'est excellent, mais à la même temps, il y a tellement de compétition que si on ne parle pas de toi, c'est dur d'attirer les gens.
Donc, pour moi, la stratégie de marketing et l'Instagram et community management, ça reste très important dans in this day and age. Je ne sais pas comment dire. Ouais. Il y a aussi les influenceurs dont on parle assez souvent. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est important aussi? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais voilà, il y a des influenceuses food qui sont super. Mais après, voilà, bon, il y a un peu de tous les influenceuses. Il y a celui qui se prend pour très important. Et puis après, ça dépend lesquels. Parce que voilà, il y a des gens qui ils t'écrivent. Il y a plein qui écrivent aussi pour demander un repas gratuit. Ça, moi, par exemple, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien inviter les gens. Mais c'est comme quand un client demande quelque chose de gratuit. Tu aurais déjà donné parce qu'ils ont dépensé beaucoup, mais la minute que quelqu'un demande quelque chose de gratuit, c'est là. Ouais. Mais non, les influenceurs, c'est sûr qu'ils font beaucoup d'impact dépendant dans quel secteur ils travaillent, parce qu'il y a des influenceurs dans tout maintenant. Mais pour moi aussi, c'est voilà, des gens comme The Lausanne Guide à Lausanne. Pour moi, ça, c'est des gens qui ont construit, voilà, 2 filles américaines, un blog il y a plus de 10 ans, où maintenant, c'est, je pense, les plus grands sur Lausanne. Ils ont plus de 50 000 abonnés. Mais eux, voilà, ils vont pas... Tu ne peux pas les payer pour faire un article. Ils doivent vraiment venir eux-mêmes, aimer le... Et du coup, ils ont vraiment gagné la confiance dans les gens qui les suivent. Parce qu'ils ne vont pas dire que c'est super quand ce n'est pas super. Mais après, voilà, il y a les journalistes comme Goemio, Simeon Calamé, que j'adore, qui écrivait chez eux avant, qui vient de lancer son propre projet Millefeuille. Mais je pense que ça dépend vraiment de quoi tu cherches. Parce que voilà, des restaurants Michelin... Je ne pense pas, si c'est un chef très connu, ils ont besoin d'influenceuses, mais ils n'ont pas surtout besoin de payer les gens, je pense, pour des articles. C'est surtout, les gens vont venir parce que c'est bon, ou parce que c'est un chef connu. Ou, voilà. À ce moment-là, c'est le chef qui est l'influenceur. Exactement. Ouais. Pas comme, comment il s'appelle Danny, ou je crois qu'il a... Danny Kézard. Oui, voilà, tout le monde parle de lui. Mais il parle de lui parce qu'il était en top chef. Donc, les gens vont venir pour lui. Ouais, alors, je pense que ça dépend sur plein de différents facteurs. Tu trouves que dans la restauration et potentiellement l'hôtellerie en Suisse, on est bon sur cette partie marketing ou on n'est pas très bon? Ça devient mieux, de mieux en mieux. Ouais, tu vois la différence depuis Oui, je vois la quelques différence. temps? Parce que c'est vrai, il y a quelques années, ou même à notre époque à l'EHL, on ne voyait pas Instagram déjà, ça a commencé. Je pense quand j'étais à Toronto en Four Seasons, quand j'ai eu mon compte Instagram, du coup, c'est quand même 15 ans. Mais je pense que tout ce qui est lié autour du marketing, surtout dans les restaurants, les hôtels et tout, on voit de plus en plus en Suisse, en tout cas. Oui, il y avait la fourchette dans The Fork ou un truc dans le genre. Mais ça, c'est même venu vachement après, non? La fourchette, etc., entre guillemets, tu sais, pour faire des discounts et autres. Ah oui. Il n'y avait pas grand-chose, en fait, que tu pouvais faire d'une certaine manière, à part faire du B2B, faire venir des business lunch, des machins, etc. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ça a énormément changé en 10-15 ans. Ouais. Et pourtant, je veux dire, à Genève, on est une des villes au monde où on a le plus de restaurants par habitant. Je ne sais pas si c'est aussi le cas de Lausanne ou de la Suisse romande de manière générale, mais je sais qu'en tout cas, à Genève, c'est le cas. Et on voit constamment des nouveaux restos ouvrir, des restos qui ferment. C'est une sorte de je ne sais pas comment appeler ça, mais il y a un tournus permanent. Ouais. On voit un restaurant qui ouvre, 12 mois plus tard, on fait « Ah ouais, il a fermé celui-là. » Et puis c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est quand même qu'il y a quelque chose qui je ne sais pas si les gens font mal ou s'il y a quelque chose de faux. Qu'est-ce qui fait que selon toi, les restos, ils n'arrivent pas à survivre? Est-ce que les gens font quelque chose de faux? Est-ce que ce n'est pas les bonnes personnes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que déjà, la restauration, il y a tout le monde qui veut se lancer dedans, mais qui ne connaît peut-être pas la restauration, parce que tout le monde qui a un peu d'argent, ou voilà, et dit, mon rêve, c'est d'avoir un restaurant. Mais après, ils ouvrent et ils n'ont aucune nuance de qu'est-ce que ça... what it takes pour faire un restaurant successful. Parce que moi aussi, c'est dans le leadership, c'est dans la mentalité, la culture, comment les employés sont traités. Oui, tu peux ouvrir le plus joli restaurant, mais s'il n'y a pas d'âme ou du cœur, ça ne va pas marcher. Ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, c'est que les gens ne sont pas formés pour, en fait. Non. Ou ils n'ont pas le management ou le leadership qui va avec. Parce que quand tu vois un restaurant qui change d'équipe tous les mois et un différent serveur, c'est pas une bonne signe. Ouais. C'est que la culture là-bas, ça doit pas être sain. Donc, c'est souvent dans le leadership et puis, top management, que ça descend jusqu'aux employés, de tous les employés qui se sentent bien au travail. Tu arrives à garder ça même quand tu n'es plus dans le resto en question? Tu disais après 6 mois, tu vois, tu passes à autre chose. Si tu n'es plus vraiment tous les jours impliqué dedans, tu arrives à garder ça, à avoir un staff qui garde cette âme que toi, tu as mis je ne sais pas si on peut mettre en place une âme, mais tu as mis cette culture en place, on va dire. Est-ce que tu arrives... j'imagine que oui, mais
Qu'est-ce que ça demande de garder ça, en fait, alors que tu y es plus forcément? Ouais, C'est disons, dur, non? même quand j'avais quelques projets en même temps, c'est vrai que les équipes, en fait, j'ai quasiment les mêmes équipes dans les restaurants depuis très longtemps, qui est très rare. Parce qu'en fait, quand les gens ils te respectent et voilà, they look up to you, je pense qu'ils ont envie d'apprendre de toi. Et puis même si je ne suis pas physiquement sur place, voilà, je passais toujours une ou deux fois par semaine pour les voir, ou ils savaient qu'ils pouvaient m'appeler. En fait, c'est ça que je pense que c'est très important quand ils se sentent, je ne sais pas comment dire, appreciated, Ouais. mais qu'ils ont vraiment cette culture de dire, et en fait, il faut aussi les faire grandir et les inspirer de dire, moi j'ai envie de voir, voilà, que tu grandis de poste à poste, et puis... c'est ça que je pense que ouais, c'est vrai que quand tu es là, quand tu es là physiquement, c'est plus facile à gérer, mais que c'est faisable de loin. Parce que quand tu regardes une boîte comme The Four Seasons, Isadora Sharp, c'était un homme qui avait un rêve de créer un des meilleurs hôtels du monde. Il a commencé avec une hôtel. Maintenant, je ne sais pas combien de Four Seasons il y a, mais dans chaque Four Seasons que tu vas, c'est le même sentiment en tant que client, en tant que staff. Ils ont la même culture dans chaque hôtel. Donc, je pense que c'est faisable. C'est vraiment dans la culture de la boîte et comment tu amènes ça à les équipes. Tu parlais justement avant de vouloir amener ta patte dans, Oui. dans chaque truc et pas simplement exécuter. Et tu as dit dans je trouve que c'était un article ou un autre podcast, je ne sais plus, tu as dit cette phrase, c'est cofondatrice ou rien. Tu peux nous expliquer comment c'est venu en fait, parce qu'au début, tu as travaillé plus corporate, Four Seasons, etc. Oui. Puis un jour, tu t'es dit, bon, maintenant, je veux être fondatrice, cofondatrice. C'est venu comment ce déclic? À quel moment tu t'es dit, non, mais là, c'est bon, c'est le moment. Pourquoi? Tu peux nous raconter un peu Oui, ce moment-là? voilà. C'est vrai que quand j'ai fini l'école, j'étais en Angleterre. J'ai travaillé dans un relais château. Après, j'étais au Malmaison, qui était très funky. Après, j'ai fait le Four Seasons. J'ai fait le Royal Savoie. J'ai fait plusieurs hôtels de luxe. J'ai fait aussi des petits hôtels. J'ai fait des ouvertures des restaurants à Lausanne. Et puis, en fait, il y a un moment où je rentrais le soir. En fait, 14, 15 heures, 16 heures de travail. Et puis, à la fin de la journée, je me disais, mais en fait, je fais ça pour qui? Moi, je donne toutes mes idées. They're reaping the rewards. Et moi, je rentre fatiguée tous les jours. Ça m'a un peu... voilà, j'en avais un peu jusqu'à là. Et du coup, j'ai dit, en fait, je vais essayer un autre métier. Et voilà, j'ai travaillé chez White Frontier à Martigny comme sales rep pendant presque 2 ans. Mais ça, c'est pas pour moi. Hein. Sales, not for me. T'as fait un truc totalement... Complètement différent. je savais pas, parce que ok. je voulais justement avoir envie. Parce que je me suis dit, mais 9h, 17h, super, week-end congé. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas challenging. C'était challenging parce qu'il faut vendre et faire des chiffres, mais disons que c'est pas du tout. J'aime pas... Voilà, toquer aux portes pour essayer de vendre quelque chose. En tout cas, ça, c'est pas pour moi. Et justement, c'est là où le Covid a arrivé. Et on ne peut pas vendre des bières s'il n'y a pas de bar ouvert. Mais après, ils ont commencé à faire, un mètre et demi entre les tables, les différentes règles. Et puis, pendant le Covid, j'habitais à Saint-Pré. Et puis, il y avait ce magnifique place de l'Horloge. Et il y avait un ancien coiffeur, une boucherie. C'était un petit truc sur un coin qui était vide. Et donc, j'ai été voir la commune, la municipalité. J'ai présenté un projet de faire un bar éphémère parce que c'était une énorme terrasse et dehors pendant le Covid. Et du coup, ils ont beaucoup aimé l'idée. Et c'est là où je me suis lancée dedans avec une de mes meilleures copines, qui est canadienne également, mais plus le côté chef. Donc, on a commencé ça. Et puis, en fait, c'est là où je me suis dit, mais c'est génial d'être ton boss. En fait, personne ne te dit quoi faire. Et puis, en fait, c'est là où j'ai dit, j'ai plus envie de bosser pour quelqu'un. Et puis, c'est là où le déclic est venu, où j'ai dit, en fait, là, je peux faire comme je veux, quand je veux. Si un client n'est pas gentil, je peux lui... Voilà, envoyer. Et puis, voilà, j'ai adoré la liberté de faire ses propres choix. Et puis, voilà, c'était là le déclic. C'était le début de l'aventure. Yeah. Okay. Mais dans cette phrase, tu dis cofondatrice. Est-ce que tu as toujours envie d'être avec quelqu'un ou est-ce que des fois tu fais des projets solo ou est-ce que tu aimes bien aussi bosser avec des gens? Ouais, ça dépend lesquels. Alors, écoute, pour moi, c'est vrai que déjà, en Suisse, pour ouvrir quelque chose, il fallait beaucoup d'argent que je n'avais pas en finissant l'école hôtelière. Donc, mon rêve, ça aurait été toujours d'avoir mon propre restaurant après les études. Mais en même temps, je me dis, j'ai quand même fait tous les secteurs pour arriver où je suis maintenant, qui est quand même bien parce qu'au moins, tu sais tout faire. Et puis, les gens te respectent parce que tu arrives à sauter dans n'importe quelle station, dans un restaurant, dans la plonge, en cuisine. Donc, maintenant, je dis c'est important que j'ai fait ces états. Mais c'est vrai que
jusqu'à là, j'ai pas pu ouvrir un propre projet toute seule parce que j'avais pas les fonds. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un Foodie Few avec mes 2 associés. Alors, ils ont eu beaucoup de confiance en moi pour faire ça et c'est ça qui a un peu démarqué ma carrière dans la restauration. Mais en tout cas, là, j'ai quelques années devant moi pour ce énorme projet. Mais mon rêve, un jour, peut-être en 15 ans, c'est de finir en retraite avec un propre petit restaurant. Peut-être à Saint-Pré, peut-être en Thaïlande, sur une plage, mais j'aimerais faire ma retraite comme ça, un jour. Tu peux nous faire juste parce qu'il y a eu ce premier bar éphémère à Saint-Pré 2020. C'était quoi, le Covid, c'est quoi, 2020 ouais, 2021. Oui. Et ensuite, ça s'est enchaîné vite. assez rapidement. Il y a presque plus qu'une ouverture par année, parce qu'il y a eu le sports bar, le Montana. Alors, il y avait le Foodie Few, après la Parada. Après, en fait, il y avait j'ai travaillé, on a croisé, il était à l'école hôtelière aussi, mais il est venu au Four Seasons quand moi j'ai parti à Genève au Four Seasons, mais on avait un de nos meilleurs amis en commun. Et puis, un de les amis, il est venu rester chez moi un petit moment parce qu'il voulait vivre en Suisse. Et son meilleur pote avait racheté un hôtel à Morges. Et ils avaient un magnifique caveau. Genre vraiment un caveau caché. Et il m'a demandé, tu veux pas faire un bar? J'avais déjà un travail et tout. J'ai dit, déjà, j'ai pas envie de travailler dans une bar, travailler tard le soir. Donc, c'est là où j'ai dit, pourquoi pas lancer le meilleur cocktail bar à Lausanne, le LCC, et voir s'il veut pas faire le MCC. Et du coup, on a ouvert le MCC. Ça a très bien marché. C'était un speakeasy. C'était éphémère aussi. Et puis après, du coup, je me suis lancée avec eux en tant que directrice créative pour leurs prochaines ouvertures, qui étaient justement le Montanaz et la Vaudère en même temps. Alors, on a ouvert le 5 mai Montanaz et le 6 mai la Vaudère. Donc, il y avait les 2 en parallèle à faire la décoration, le concept, le menu, les équipes. Mais voilà, c'était un challenge. J'ai adoré. Mais du coup, voilà, ça, c'était 5 en 4 ans. Et puis, maintenant, on a ouvert le comptoir de Beaulieu. Où on a fait toutes les rénovations la semaine passée, en 4 jours. C'était intense. Du coup, 6 ouvertures depuis 2021. Voilà, 6 ouvertures. C'est là où je voulais en venir. Je voulais le chiffre final, moi. Et ça m'amène à ma... 6 ouvertures, c'est beaucoup. On a l'impression que tout a bien marché. Est-ce qu'il y a eu des échecs? Est-ce qu'il y a eu des projets qui n'ont pas du tout fonctionné? Pas fonctionné, disons que... Pas fonctionné... C'est un broad subject, mais ça dépend toujours, en fait. C'est toujours des différentes personnes que tu travailles avec, mais c'est aussi, voilà, comme j'ai dit, c'est pas facile, toujours la restauration, surtout où tu es localisé à Lausanne. Mais voilà, la Parada, j'avais parti après une année, après mon burn-out. Donc, je dirais, celle-là, ça s'est pas très bien passé, mais le restaurant marchait très bien à l'époque, mais je crois que maintenant, c'est fermé. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Qu'il faut poser ses limites. Parce que voilà, moi, je dis jamais non, je donne beaucoup, mais en même temps, j'écoute pas mes propres, voilà, ton corps te dit des fois quand c'est trop. Et puis, avec cette expérience, maintenant, j'essaie de poser mes limites. J'ai toujours la peine à dire non, parce que je veux toujours plaire à tout le monde, mais voilà, de s'écouter à soi-même et puis voilà, de vraiment avoir boundaries, je sais pas comment dire en français. Oui, des limites. Des limites, ouais. Poser ses propres limites. T'as trouvé un bouton off? Ah non. T'as trouvé une méthode qui fait semblant d'avoir un bouton off? On parlait de yoga avant, on parlait d'une technique qui te permet de prendre un peu de recul aujourd'hui ou pas encore? C'est dur, c'est vraiment très très dur pour moi parce que voilà, j'adore tellement donner et bien faire que c'est dur. Genre même le week-end, je réponds au Instagram, je poste des stories. C'est très, très dur. J'ai pas de off button. Je me suis dit un jour, je vais aller en vacances et je vais laisser mon téléphone à la maison. Mais je sais pas si je pourrais le faire. C'est pas encore arrivé. Parce que j'essaie de mettre des limites. J'ai déjà lu des livres. Il faut, voilà, après un certain heure, mettre ton téléphone do not disturb. Mais voilà, après, j'ai peur que quelqu'un essaie de me contacter, que je suis pas là. En fait, j'aime pas décevoir les gens. Hein. Même mes propres équipes, c'est là où des fois c'était dur parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient m'appeler n'importe quand. Tu vois, des fois à minuit, un truc qui arrive, m'appelle, je réponds. Alors, c'est vraiment dur. Mais en même temps, je me dis, c'est aussi peut-être pourquoi mes équipes, jusqu'à là, ils me respectent autant parce qu'ils savent que je suis toujours là pour eux. Mais je suis impliquée à 200%. Mais c'est vrai que ce serait bien, surtout pour mes relations privées, pour la vie privée, d'avoir un off-button. Des fois, ce serait cool. Mais à 38 ans, je ne l'ai toujours pas trouvé. Hein. Non, mais je comprends.
J'ai bien envie de parler du projet de Beaulieu un peu plus en détail, mais juste parce que tu l'as mentionné, on voulait en parler après, mais je pense que c'est peut-être bien d'en parler maintenant vu que tu en as parlé. Tu parlais de ton burn-out. On parle du bouton off, de mettre des limites, etc. Tu peux nous expliquer un peu ce passage-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop de choses en même temps. Comment t'as pris ce off en fait, parce que t'avais plus le choix? Comment ça s'est un peu mis en place? Alors, c'est vrai que je bossais énormément et quand tu es entrepreneuse, t'as tout sur tes épaules aussi parce que si ça marche pas, c'est un échec pour toi, c'est un échec pour tes équipes. Donc, il y a un moment où il y avait juste trop. Et puis, moi, mon point fort, c'est de gérer les équipes, c'est de tout ce qui est créatif, événementiel, relations publiques, être avec les clients. Mais mes faiblesses, maintenant, je dis tout de suite dans un entretien, accounting is not for me. Si tu veux que quelqu'un gère les chiffres et tout, don't hire me. C'est vrai que ça a pris très longtemps d'être honnête avec ça, parce que quand tu dis que tu peux tout faire, après, tu te mets beaucoup plus de pression sur soi-même et puis tu as peur de faire des erreurs. Et puis là, c'était pas mon job, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions de comptabilité, des fournisseurs qui m'appelaient. En fait, il y a un moment où en fait, j'étais voir mon médecin parce que je dormais plus, j'étais pas bien, j'ai fait les tests. Voilà, et puis après, j'étais voir un psychologue, c'est ça, pour parler. Et puis là, elle m'a dit, Jasmine, faut que je te mette en arrêt. Je dis, mais je peux pas, c'est ma propre boîte. Genre, je peux pas. Elle m'a dit, you're not going to be good to anyone if you're dead. Et c'est là, je dis, waouh, ok, parce qu'elle m'a dit, si t'arrêtes pas vraiment, hein, ça va mal finir. Et là, j'étais là, oh, waouh, ok, ça m'a un peu... du coup, elle m'a mis en arrêt pendant 1 mois, qui était très dur pour moi à dire, à mes associés. T'as réussi à faire ton mois malgré Ah non, mais après 2 semaines, en fait, je me suis rendu compte que j'étais tellement malheureux que j'ai dit, en fait, j'ai pas envie de retourner. C'est vraiment, en fait, j'ai vraiment eu ce... En fait, tu te réalises que la vie, c'est plus précieux qu'un boulot. Et puis, du coup, c'est là, en fait, j'ai dit, écoute, je reviens pas. On verra comment on fait avec mes parts et tout, mais je voulais juste... J'ai vraiment eu pendant ces 2 semaines où je me suis dit, je me reconnaissais plus, en fait. Et c'est là où ça a fait le déclic. Et je pense, c'est ça où je pense que beaucoup d'entrepreneurs, peut-être, ils ont peur de parler de ça. Et je pense que c'est le moment où j'ai commencé à parler de ça, où j'ai commencé à guérir. Alors, je pense que c'est très important de réaliser des fois que quand c'est trop, et d'écouter son propre corps. Parce que c'est pas, en fait, moi, j'aurais jamais arrêté, mais voilà, j'arrivais plus à dormir, j'étais malade. En fait, c'est vraiment ton corps qui te dit quand ça va plus. Et il faut écouter, parce qu'on n'a qu'une vie. Alors, je pense... C'est pas facile d'écouter, parce que on a discuté plusieurs fois de ça avec des différentes personnes. Puis chacun a un peu son avis. Il y a certaines personnes ont dit, ah non, mais si t'es vraiment en burn-out, tu le sauras tout de suite, ça va s'arrêter tout seul. D'autres disaient, non, il faut... Enfin, chacun a son... je dis pas qu'est-ce qui est juste ou faux. Hein. Moi, je trouve assez compliqué parce que certaines personnes t'ont dit non, mais si ça va vraiment pas, tu le sauras. Et je suis pas sûr, moi, personnellement. Je pense que tu peux pousser très, très longtemps pendant... Tu peux pousser très, très loin pendant très, très longtemps sans vraiment... Tu te rends bien compte que quelque chose ne va pas, mais tu pousses quand même. Quoi. Non, mais moi, j'ai pas su tout de suite, justement. Ouais. Ça a pris quelqu'un à me forcer à prendre un arrêt maladie. Et je pense que j'aurais continué. Donc non, je pense qu'il y a des gens peut-être, tout de suite. Mais c'est vrai que pour moi, c'était pas tout de suite. Ça a pris des mois et des mois et des mois pour écouter déjà le médecin pour qu'elle me mette en arrêt. Mais je pense qu'en fait, déjà, l'hôtellerie, c'est un travail où c'est presque attendu qu'on travaille autant, mais c'est pas sain. Et puis, les horaires, l'acte de sommeil. Donc, il faut vraiment, je pense, poser ses limites. Tu as mis, justement, tu parlais de dire, moi, je fais plus tout ce qui est chiffres, etc. Ça, c'est une limite. Il y en a d'autres que tu as réussi à mettre? Je sais pas, est-ce que le soir, le dimanche, est-ce que tu fais... Je sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as réussi ou ça, c'est déjà pas mal? C'est déjà pas mal pour moi. Okay. Mais non, je me suis dit, c'est vrai que quand tu es jeune, tu as envie d'aller très vite dans ta carrière, tu te mets pas vraiment de limite parce que tu dis j'ai envie de prouver aux gens que j'arrive à le faire. Mais tu vois maintenant, avant je voulais le titre, je voulais être et maintenant je me dis en fait pourquoi faire ça si on n'aime pas faire ça. Utilise-moi où mes forces où je suis bien. Et donc au moins maintenant j'arrive à dire ça. Alors ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si j'arrivais à mon téléphone un jour, trouver le bouton off, je te tiens au courant, mais c'est déjà pas mal. 10 minutes par jour. 10 minutes par jour. Il faut commencer petit. Moi, je pense qu'il faut commencer petit. Parlons un petit peu de ce projet des Halles de Beaulieu, histoire que les gens qui nous écoutent comprennent un peu ce que c'est.
Tu en as parlé un petit peu avant. Pourquoi ce projet il est si important pour toi et pour Lausanne? Parce que ça va être c'est un très gros projet. Oui, c'est énorme. Apparemment, ça fait déjà quelques années que la ville travaille sur ce projet. Et puis voilà, maintenant, ils ont envie de le voir venir à jour. Mais je pense que c'est quelque chose qui est on trouve dans beaucoup de villes comme Londres. Lisbonne, déjà, c'était pas du tout une ville pas attractive. C'est magnifique, Lisbonne. Mais maintenant, les gens, ils vont surtout pour le time out market. Je pense que dans 7 jours en âge, on peut dire, this day and age, ça se dit en français. Ça ira très bien. Mais je pense que maintenant, plus que jamais, les gens, ils cherchent l'interaction humaine. Et puis, avec toute la technologie et la AI, etc., je pense d'avoir un endroit où les gens, ils se rassemblent autour de nourriture. Ça manque, je pense, surtout dans le canton de Vaud, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux aller et retrouver 600 personnes dans la même salle ou faire des différentes expériences. Et puis, en fait, le but de les halles de Beaulieu, c'est pas juste un food hall. Ce serait sur 4 piliers. Ça, c'est Eat, Meet, Learn, Create. Donc, ce serait vraiment un endroit où les gens, ils viennent pour le matin pour prendre le café, travailler. On est en train de finaliser justement les étapes de comment on va créer ces 4 piliers. Là, on a fait une étude de marché, etc. Qu'est-ce que les gens recherchent? Donc, ce serait un endroit vraiment, pourquoi pas un mardi où les gens ils viennent pour des cours de vin, faire des cours de céramique. Je ne sais pas, mais c'est vraiment l'endroit où on veut que ce soit juste pas où les gens ils viennent juste pour manger, mais vraiment un endroit culturel pour la ville. C'est très important pour la ville de Lausanne et surtout Beaulieu, parce que en fait, Beaulieu, c'est le nouveau cœur de Lausanne, disons, parce que c'est vrai que ça bouge chaque année. Moi, quand on était à l'EHL, le cœur, c'était où il y avait l'Étoile Blanche, Saint-Pierre. Après, ça a déplacé à Saint-François, au Flon. En fait, ça bouge tous les années. Et puis, c'est vrai que Beaulieu, c'est à 7 minutes à pied de Ripon, mais avec tous les places de parc, le théâtre, il y a les grimpes, il y a l'école de la source. Il y a tellement de choses autour qui se construisent que je pense d'ici 2 ans, quand les halles sont ouvertes, ça va vraiment être un endroit mythique pour Lausanne et puis pour le canton de Vaud. Et ça, ce sera... on va dire, établi, ce ne sera pas éphémère. Maintenant, il va y avoir tous ces restaurants à l'intérieur, ces différents lieux de rencontre, etc., où les gens pourront aller. C'est quelque chose qui est prévu de rester ensuite dans le temps, c'est ça? Oui, bien sûr. Et c'est pourquoi, justement, c'est un projet qui m'a vraiment parlé quand ils m'ont parlé de ça, parce que c'est un boulot où ça va changer tout le temps, en fait, parce qu'il faut toujours animer, avoir des groupes de musique, des différents week-ends, je sais pas, des brunchs disco, je sais pas, des... En fait, le but d'attirer les gens, qu'il y aurait toujours quelque chose de nouveau dans cet endroit. Et puis, le goal aussi, c'est on trouve des concepts qui n'existent pas déjà pour vraiment avoir quelque chose de unique et créatif et de faire connaître des gens des cuisines qu'ils n'ont peut-être pas connues. On aimerait aussi avoir un incubator où les jeunes chefs peuvent venir essayer leur cuisine, peut-être avant de lancer dans la restauration. Moi, j'aurais adoré ça quand j'ai fini le HL. Si j'avais un endroit où je pouvais aller tester un concept sans devoir mettre 500 000 francs pour tester, ça aurait été une rêve. Parce que comme ça, on voit tout de suite si... les gens, que ça les attire ou pas. Donc, c'est vraiment un endroit où on veut vraiment faire quelque chose où les gens ils apprennent, ils peuvent tester. On aimerait impliquer vraiment les acteurs locaux aussi. EPFL, ECAL, EHL, on aimerait vraiment... mon rêve, ce serait de travailler avec un peu tous les grands acteurs et les écoles à Lausanne. Et donc 2 ans normalement, si tout se passe bien. Alors, normalement, c'est prévu pour fin 2027. Si tout se passe bien. Là, on est en train de... finaliser un peu comment on veut faire ces 4 piliers autour de quels différents thèmes. Comment on peut faire vraiment quelque chose pour les jeunes, pour les incubateurs, pour les créatifs. J'ai plein d'idées. J'ai plein de mood boards, Pinterest, j'ai plein de choses. Le carnet est bien rempli. Voilà. Et comment, du coup, t'as les halles, t'as aussi les autres restos qui, malgré tout, t'es toujours impliqué dedans, d'une certaine manière. Comment tu jongles entre les différents projets aujourd'hui? Est-ce que est-ce que c'est 95% les halles et 5% les autres parce que t'es plus vraiment impliqué? Est-ce que tu restes quand même beaucoup impliqué et puis tout comment tu dis, tes week-ends sont passés sur les autres? Comment tu gères aujourd'hui ce mix entre les deux? Alors, disons que je dirais que là, c'est plus 150% à Beaulieu, les halles et le restaurant, et puis 10% aux autres. Mais en tant que travail, je suis toujours, je fais toujours les réseaux sociaux. Bon, une des restaurants, je suis toujours en charge. Il y a un moment, j'avais 6 comptes Instagram. C'est dur à gérer parce que des fois, on poste le mauvais compte et
mais non, voilà, les autres, j'ai toujours, voilà, comme j'ai dit, mes équipes qui m'appellent des fois pour me demander des trucs. Mais là, c'est vraiment mon rôle complet à 200%, c'est à Beaulieu maintenant. Et puis, faire des trucs Instagram, ça me prend pas beaucoup de temps. Alors, c'est. Non, puis tu as les équipes en place qui sont solides Justement. et en qui tu as Voilà. confiance, qui font leur. Exact. Intéressant. On aimerait bien parler un petit peu de comment tu en es arrivé là, alors en parlant un petit peu de ton parcours et de tout ce que tu as fait pour être où tu es aujourd'hui. On a lu, j'ai lu dans un article, un truc qui m'a fait rire, c'est à 17 ans, elle débarque en Suisse comme jeune fille au pair à Genève, elle déteste. Après 3 mois, elle se réfugie chez sa grand-mère à Épalinges et commence à travailler dans les bars lausannois pour vivre. Donc tu as commencé très jeune. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes premières expériences en Suisse? Tu as parlé déjà un petit peu de tes expériences au Four Seasons, etc. Tu as beaucoup voyagé, donc tu as aussi eu toutes ces cultures qui ont impacté aussi ta vie et qui tu es aujourd'hui. Tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Oui, alors, voilà, c'est drôle parce que dans le livre de Will Guerra, j'ai vu qu'il a commencé à 14 ans aussi, le travail. Mais moi, j'ai commencé, je crois, à 12 ans. J'étais un paper girl. Je livrais les papiers tous les matins à ma mère qui me suivait sur le vélo parce qu'elle avait comme peur. dans les films, tu jetais les journaux exactement. comme ça? Ah, génial. Exactement. Et puis, Ça existe vraiment. Ça existe C'est pas vraiment. que dans les films. Et au Canada, quand il neige, c'est pas fun. Ah, tu m'étonnes. Et puis, ça, c'était un peu mon premier travail où j'avais les sous à moi. Et puis, après, j'avais travaillé au Haunted House of Frankenstein, aux Chutes de Niagara, où je donnais des coupons 1 franc de rabais dehors, voilà, aux touristes qui passaient. Et puis, après ça, j'ai commencé en restauration aussi à 14 ans. Il y avait un casino, 2 casinos aux Chutes de Niagara qui ont ouvert et puis ils cherchaient des hôtesses. Et ça, je pouvais faire parce que tu ne peux pas servir de l'alcool ou être serveuse au Canada avant 19 ans. Mhm. Et puis, du coup, j'étais hôtesse. Et puis, j'ai fini À en fait. 14 ans, c'est très jeune. Être 14 ans. hôtesse, ça Ouais. va. Oui, tu peux. Tu as le droit à commencer je pense, à 13 ans, mais tu ne peux pas avoir de l'alcool ou tu ne peux pas servir. Et ça dépend des horaires aussi. D'accord. Voilà. Et puis après, j'avais travaillé dans un steakhouse aussi. Et puis, après, j'ai fini les cours 6 mois, gymnase 6 mois avant mes collègues et mes amis, parce que j'étais homeschooled. Et donc, tu avances un peu plus vite en certains curriculums. Et j'ai pu faire un cours tous les semaines de nuit pendant le gymnase parce que je voulais justement finir plus tôt. Et puis, je ne savais pas du tout. Je savais que j'adorais l'hôtellerie, mais je pensais aussi peut-être être diplomate parce que j'adorais voyager. Et puis, j'ai pris une année sabbatique, justement à 17 ans, parce que je ne savais pas quoi je voulais faire. Et j'ai venu en Suisse parce qu'il y avait ma grand-mère et mon père est suisse. Donc, ça me semblait logique de connaître un peu plus mon pays. Et puis, j'ai débarqué à Colonie, magnifique, hein, très riche, à Genève, maison incroyable. C'est pas que j'ai détesté, c'est qu'en fait, je cherchais ma liberté et d'être indépendant. Et en tant que fille au père, tu es toujours sous les règles d'une autre famille. Donc, c'est là où j'ai venu à Lausanne. J'ai vécu chez ma grand-mère quelques mois et j'ai commencé à travailler les brasseurs. Et puis, voilà, il y avait que des hommes, et puis on était 2 femmes ou 3. Et c'était parce qu'il y avait les colonnes de 10 litres à l'époque que tu avais le droit. Maintenant, c'est plus le droit maintenant? Tu n'as plus le droit. C'est parce que ça incite de boire beaucoup. Oh là, je savais même plus que ça existait. C'est pour te dire à quel point on n'y a pas été depuis un moment, on est vieux. Voilà, Je savais même plus que ça n'existait plus, moi. Voilà, Oh là là. non, c'est quoi, que 5 maintenant, c'est ça? Je ne sais même pas, hein, je n'ai pas vu peut-être, mais t'as en même tout plus cas les colonnes 10. du tout, quoi. Je pense qu'ils ont, mais je ne sais pas. 3 en tout cas, c'est sûr. Peut-être 3, mais en tout cas 10, il n'y a plus. Et puis justement, c'était d'être capable à le mettre sur la table. C'est lourd, il est de bière quand même, dans une colonne. Et puis j'ai dit, boum, parce que voilà, je faisais beaucoup de sport à l'époque. Et là, j'ai fait 1 année presque. Et puis j'ai adoré le contact client, de rencontrer des gens tous les jours. Tu n'avais aucun lien avec l'hôtellerie et la restauration à travers la famille? Pas du tout. Rien. Pas du tout, non. Pas du tout. Non, souvent, ça vient de là. Ouais, tu vois, ouais, ce que je veux c'est dire, ça. mais ma grand-mère, elle avait un hôtel. Non, vraiment pas. Je pense, je sais pas, une personne que je connais dans ma famille qui a travaillé dans l'hôtellerie ou la restauration. Et puis, j'ai postulé à l'EHL. Et puis, j'ai fait mes études. Je bossais tous les week-ends pour avoir des sous. Voilà, Buzz, Darlene, un peu partout à Lausanne. Et puis, c'était évident, quand j'ai fait ma semaine au BDS, qu'il m'a dit, toi, tu vas finir dans la restauration. Qui est le resto de l'école. Oui. D'accord. Gastro de l'école. Exact. Okay. Tu Donc, travailles et tu sers. Voilà. Alors, chaque fois que je retourne et je vois des gens de l'EHL, ils sont... Je t'avais dit. Et puis voilà, après ça, après les études, j'ai parti en Angleterre. Aussi, j'ai fait 1 année dans les ressources humaines. Pas pour moi non plus, mais j'ai appris plein de choses et c'est bien pour tout ce qui est gérer des équipes. Et puis après, j'ai retourné dans l'hôtellerie-restauration et voilà,
the rest is history. Ouais, jamais. Never went back. Non. Et à quel point tu penses que ces apprentissages dans les restaurants t'ont permis aussi d'ouvrir des restaurants par la suite? Bah justement, je pense que quand tu commences depuis le bas et tu dois faire tout, je pense que c'est très important parce que justement, il y a des gens qui ouvrent des restaurants, qui se prennent pour, qui sont le boss ou puis la hiérarchie. Moi, j'ai jamais été un boss dur ou froide. Pour moi, c'est tout dans l'humain et l'émotionnel. Du coup, j'ai vécu dans tous les différents départements, dans les hôtels, dans les restaurants, dans tous les postes. Et je pense que c'est ça où, après, tu apprécies le travail que chacun fait et que chaque travail, chaque poste dans un restaurant ou dans un hôtel, c'est important parce qu'il faut tout le monde pour faire marcher quelque chose. C'est pas juste, le manager ou c'est pas les égos qui vont faire marcher un restaurant. Pour moi, c'est le côté émotionnel et humain qui fait marcher une équipe. Tu parles de ce côté émotionnel humain. À 23 ans, tu as 60 personnes sous tes ordres. Oui. Tu as déjà cette manière de faire ou pas du tout et tu l'as appris après? Bah, justement, en fait, là-bas, j'étais assistant F&B, manager, et puis il y avait le Café Boulu, c'était le brasserie en haut, et le D-Bar en bas. Et puis, mon directeur à l'époque, Honey Rustam, je ne l'ai jamais oublié parce qu'il était génial. Il m'a vraiment, c'est lui qui m'a vraiment mentored. Et puis, c'est vrai qu'en fait, il ne faut pas arriver avec un poste à 23 ans où tu as un poste manager de 60 personnes et voilà. Il faut vraiment écouter, il faut vraiment, comme j'ai dit, pas montrer que tu as des défauts, mais être ouvert à apprendre de eux aussi. Que voilà, tu es là aussi pour apprendre de eux, mais tout ce que tu peux rapporter aussi. Et je pense que c'est là où tu montres que tu es un vrai leader. Pas juste te montrer que moi j'ai le titre, alors toi tu fais ça. C'est d'essayer de comprendre chacun, de résoudre les problèmes entre les employés, avoir le respect intergénérationnel, c'est ça qu'on dit en français. Et je pense que voilà, c'est vrai que même avant ce poste, juste avant, parce qu'en fait, quand j'ai arrivé à Toronto, j'ai eu un travail dans un restaurant italien qui est là depuis plus de 30 ans. Et là, j'étais general manager. Et là, je bossais avec des gens qui avaient double mon âge. Et c'est là où j'ai eu le meilleur recommendation letter de ma vie parce que le directeur, il a dit dans toute sa carrière, il n'avait jamais vu quelqu'un gagner le respect des gens double son âge en si peu de temps. Et en fait, je pense que c'est tout, encore une fois, dans le humanity, dans le humain. Si tu montres que tu n'es pas parfaite, mais voilà, que tu te fais respecter, mais ça n'arrive pas tout de suite. Hein. Il faut montrer tes capacités, et puis après, ça vient le respect. Et après, voilà, c'est vrai qu'avoir 60... je travaillais 16 à 18 heures par jour quand j'ai fait ce poste, parce que je voulais justement me prouver. Et c'est là où tu donnes tout. Voilà, tu donnes tout, et puis après, c'est là où tu apprends, en fait, en faisant des erreurs aussi. Tu ne vas jamais être parfait tout de suite. Tu recommanderais à toute personne qui cherche à ouvrir un restaurant, un bar, de commencer déjà par travailler dans un restaurant, un bar avant? Absolument, 200%. Oui, parce que c'est pas un métier comme les autres. Hein. Soit c'est pour toi, soit pas. Tu ne peux pas juste dire « Ah, je vais ouvrir un restaurant quand tu n'as jamais fait ça. » Non, absolument. Il n'y a même pas de doute là. C'est catégorique. No doubt. C'est catégorique. Non, c'est clair. Moi, j'ai une question qui me... Comment on va dire ça pour pas utiliser le mot turlupiné. Qui me trotte dans la tête depuis un moment. Qui me trotte dans la tête depuis un moment. Et on en parlait un peu en off avant. Donc, tu es canadienne, je crois qu'on l'a dit. Tu as beaucoup voyagé. Ton papa était ingénieur. Tu t'es retrouvé à voyager tous les 2, 3, 4 ans dans des pays différents, etc. Et puis, tu débarques en Suisse. Qu'est-ce qui t'a fait rester en Suisse? Alors, disons... Sachant que tu détestais au début. Non, mais tu vois, c'est genre le premier... t'es pas arrivé en disant « Ouais, c'est bon, je veux faire ma vie ici ». C'était plutôt « Bon, on verra ». Oui, c'est ça. Petit à petit, ça s'est fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « Ah, mais pourquoi pas, en fait, voilà, y a l'école hôtelière, d'accord, mais après l'école hôtelière, il y a aussi beaucoup de gens qui repartent. » Oui, justement, j'avais parti après l'école hôtelière. J'avais parti en Angleterre et après Toronto. Et puis, à l'époque, j'avais revenu pour l'amour. Mais voilà, ça n'a pas duré. Mais j'ai resté en Suisse. C'est toujours une bonne raison, hein, c'est égal. Mais en fait, je crois que, voilà, c'est vrai qu'au début, c'était dur parce que les Suisses, tout le monde dit la même chose. C'est très dur à rentrer, to get in the circle, mais dès que tu es dedans, tu es dedans. C'est très dur à partir aussi. C'est ça. Mais c'est aussi que, voilà,
en tant que Canadienne, mais aussi, je pense, avec mon culture d'avoir voyagé partout, je suis très ouverte d'esprit. Et c'est facile à parler avec les gens. Et ça, c'est assez dur au début ici, parce que voilà, je veux parler avec tout le monde. Et c'est pas toujours très facile à parler avec des gens qu'on connaît pas en Suisse, parce que t'es qui, toi, tu vois. Mais en fait, la Suisse, je trouve qu'il y a work-lifestyle balance, même si j'arrive pas à le faire, beaucoup plus sain que beaucoup d'autres pays. Ok. Parce que même au Canada, ça dépend où tu es, mais tu commences avec 2 semaines de vacances par année. Alors, tes heures de supplément ne sont pas comptées. Ça fait des années que je ne compte pas mes heures. Mais disons, je trouve que le work-life balance en Suisse, c'est quand même beaucoup plus respecté qu'en d'autres pays. On est quand même dans un pays comme le Canada. En fait, mes 2 pays, c'est des rouges et bruns, des flags. Voilà, donc j'aime les 2 pays autant, mais c'est vrai que la Suisse, je sais pas, je me sens... Maintenant, ça fait plus longtemps que j'habite en Suisse de n'importe où d'autre où j'ai vécu dans le monde. Mais j'adore qu'on peut traverser la pays en 5 heures, on fait l'Italie en week-end, on a le lac, les Alpes. Voilà, on ne peut pas rêver de mieux de ce pays, je pense. Tu as beaucoup voyagé en Inde aussi, enfin, tu as même vécu en Inde petite et tu y as voyagé beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette culture-là, culinaire ou pas, Oui. que tu ramènes ici dans ton travail ou dans ta vie? Alors, pour moi, l'Inde, c'est, my soul country, my spirit country. En fait, quand j'ai retourné en 2016, ma mère, elle a toujours rêvé de retourner avec moi quand j'étais plus âgée. Donc, on avait fait un tour de yoga. Et puis, même si je ne suis pas très forte toujours. Et puis, on a fait un tour de yoga. Et je ne sais pas, quand on était à Rishikesh, il y a ce pont qui était en travaux la dernière fois. Mais j'ai oublié le nom du pont. Mais il y a les motos, il y a les vaches, il y a les vélos. Et je sais pas, c'est hectique, c'est fou. Et j'ai traversé et j'ai eu ce sentiment genre, waouh, j'ai tombé amoureux de l'Inde, même si j'ai vécu là quand j'étais bébé. Et pour moi, l'Inde, tout le monde m'a toujours dit, you love it or you hate it. Il n'y a pas entre deux. Soit les gens, ils adorent l'Inde, soit ils détestent. Et moi, j'adore, en fait. Et chaque fois, j'ai retourné 4 fois, justement, entre 2016 et 2018. Toute seule 3 fois, que les gens m'ont dit « Wow !» J'ai dû justement faire 500 heures de yoga teacher training. Donc, je suis un certified yoga teacher, mais don't take a class with me. Et puis, moi, en fait, chaque fois que je reprends de l'Inde, c'est qu'on va dans un pays avec tellement de pauvreté, c'est ça, poverty? En fait, et tout le monde, tu as les gens qui sourient et qui sont heureux de leur vie. Et je dis, mais en fait, chaque fois que je reviens de l'Inde, je me sens fulfilled. Je me dis, mais on a tellement de chance de vivre dans un pays comme la Suisse, mais en plein tout le temps. Donc, moi, quand je retourne en Inde et je reviens, je me sens plein d'amour, plein de gratitude de tout ce qu'on a. Et je pense que plus de gens devraient faire des expériences comme ça pour se dire, au lieu de plaindre tout le temps, de qu'est-ce qu'on a ou des petits problèmes dans la vie, essaie d'aller en Inde pendant 2 semaines et tu vas revenir une autre personne parce que tu vas te rendre compte à quel point on a de la chance à vivre first world countries. Voilà, c'est ça que une belle leçon d'humilité. Mais par contre, on mange très, 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 très bien en Inde aussi. Hein. C'est intéressant que tu dis ça, parce que culinairement, c'est une cuisine qu'on connaît quand même un peu ici, mais qui n'est pas non plus sur... on va dire, c'est pas extrêmement commun. Et une grosse partie de l'Inde est aussi végétarienne. Oui. Et mon impression personnelle, c'est que c'est peut-être un peu sous-exploité, le végétarien. Peut-être qu'il y a plus maintenant qu'avant, mais... j'ai des amis, notamment mon frère, s'il nous écoute, il me dit toujours maintenant, moi, mes restaurants préférés, c'est les restaurants végétariens parce qu'ils arrivent à faire des plats qui sont tellement différents. Et je parle pas de faire un faux burger ou de faire, ce qui est bien aussi, hein, je ne critique pas, mais de faire des plats végétariens qui sont très différents des plats qu'on a l'habitude de manger. Et donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant aussi à faire là-dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense, c'est sûr. Surtout quand j'ai fait mes 5 semaines de yoga teacher training, c'est que du végétarien. Les vaches sont sacrées là-bas. Et puis, tout le monde qui me connaît vont dire j'adore le côte de bœuf, c'est mon plat préféré. Mais après que j'ai rentré d'Inde, je n'ai pas mangé de bœuf pendant 4 mois. Parce qu'en fait, je me sentais tellement bien. Et puis, c'est vrai que tu retrouves les saveurs qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans des plats qu'on a l'habitude de manger. Mais c'est épicé aussi. J'adore l'épicé. Mais non, la cuisine indienne, c'est excellent. Et puis, les gens aussi sont tellement sympas et voilà, très intéressant. Alors, je vous conseille, si vous n'avez jamais été, d'aller visiter. Moi, j'ai jamais été non plus. J'ai pas été encore, tu vois. J'ai de plus en plus de gens qui me disent que c'est incroyable, justement. Oui, il y a tout. Il y a les villes comme Delhi, que c'est la folie. Après, tu as aussi les montagnes, Rajasthan, etc., où tu peux aller et te retrouver personne. C'est aussi tellement vaste que tu peux avoir 50 000 différentes expériences en 2 semaines. On ne se rend pas compte de la taille que c'est, mais c'est immense. Énorme. Ouais. Ouais. Donc, tu es
pas si ça se dit, certifié en yoga. Oui. Et tu as aussi été semi-pro en foot. Yes. Ça, c'est une autre vie, c'était il y a longtemps. Yes. Tu as poussé du coup le sport assez loin. Ah oui. Et tu parlais des 10 litres que tu portais. Donc, qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que ça t'apprend, ce côté athlète, pas simplement je vais courir de temps en temps pour rigoler, mais athlète, faire du sport semi-pro, etc., dans ton aventure entrepreneuriale? Quand tu gagnes comme une équipe. Tu gagnes jamais solo. It's all in the team. There is no I in team, je dis à chaque fois. Mais c'est vrai, c'est cheesy, mais en fait, tu peux pas gagner un match de foot toute seule. Ou un volley, ou tous les sports d'équipe, en fait. Moi, j'ai joué tous les sports au gymnase. Et puis, c'est ça qui m'a vraiment donné ce team spirit. Et c'est grâce à tout le monde quand on va dans l'avant. C'est pas grâce à une personne. Donc, c'est ça que j'ai pris de ma vie sportive, des équipes. C'est vraiment qu'on va loin ensemble ou on va nulle part. Je trouve qu'on ressent chez toi vraiment ce côté, l'importance du team spirit et de l'équipe. Et je pense que ça doit être assez agréable de travailler avec toi parce que je pense que tu pousses tout le monde, tu essaies de soulever les gens autour de toi. Et c'est probablement ce qui fait le succès dans la restauration. Et je pense ce qui fait le succès dans l'entrepreneuriat de manière générale aussi. Tu disais que ta faiblesse, c'était peut-être les chiffres, mais tu dois avoir quelqu'un du coup dans ton équipe, j'imagine, qui est fort, qui est fort là-dedans. Mais ce côté leadership, soulever les autres personnes autour de toi, je pense que c'est quelque chose qui est assez rare et je trouve ça hyper inspirant. Les gens devraient vraiment essayer de s'inspirer de cette mentalité-là dans l'entrepreneuriat, je trouve. Merci, je trouve aussi. Je suis d'accord. Jasmine, dernière question. Oui. Pas la plus facile, mais peut-être une des plus intéressantes. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une belle vie selon toi? Moi, ce serait déjà la santé, la famille, les amis, le humility, je sais pas comment dire, et voilà, la joie de vivre. Et une bonne côte de bœuf. Et une bonne côte de bœuf. Mais pas en Inde. Mais pas en Inde, parce qu'ils vont pas être contents. Une bonne côte de bœuf. Merci beaucoup, Jasmine. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci à vous. Et d'entendre toutes ces belles histoires. Merci beaucoup. Cet épisode de La Savane a été créé en partenariat avec Omega Studio. Grâce à eux, nous sommes dans ce studio incroyable en plein cœur de Genève. C'est bien plus qu'un simple studio. Ils offrent une expérience unique et adaptée à chaque projet. Que ce soit pour votre communication interne et externe, des showcasts, des tables rondes ou des webinars, tout est possible. Que vous souhaitiez réaliser un événement en direct ou enregistré, créer du contenu ou renforcer votre stratégie de communication, Omega Studio a tout ce qu'il vous faut. C'est le studio le plus complet et le plus accessible de la région avec une vraie équipe de pros qui vous accompagne à chaque étape de votre projet avec un véritable accompagnement scénique, vocal et narratif pour faire de votre passage à la caméra une expérience réussie et inoubliable. Si vous voulez en savoir plus sur Omega Studio, on vous met le lien vers leur site internet et leur service en description. Encore merci à eux pour leur soutien.